La mort est-elle vraiment la fin de tout? Je voyais mon corps abîmé, mon corps voyait les gens qui gravitaient autour de moi. Ma famille passe par tous ces états. Ils viennent me voir, je les entends, je les vois, je leur décrirai à mon réveil les tenues dans lesquelles ils étaient, je leur raconterai ce qu'ils m'ont dit. Cette femme a donc vécu une EMI, qui veut dire expérience de mort imminente. Mais concrètement, c'est quoi une EMI? C'est une expérience décrite par des personnes à leur propre mort. Que ce soit une mort clinique, un coma avancé ou la simple perception de leur mort imminente, qu'elle soit réelle ou simplement perçue comme telle. Selon les témoignages, comme celui que vous avez vu en début de vidéo, les victimes voient des choses, ressentent des sensations, puissantes la plupart du temps. Puissantes à tel point que ça les marque à vie. Les phénomènes qu'ils décrivent souvent sont la décorporation, le fait de se voir évoluer en dehors de son enveloppe physique, la perception visuelle dans toutes les directions simultanément, la fameuse revue de vie où tous les événements marquants de leur vie défilent littéralement devant leurs yeux, la vision d'un tunnel, une lumière intense, une sensation d'amour infini, l'impression que le temps n'existe plus et qu'ils ont une connaissance omnisciente. Rien que ça. Sachez également qu'entre 6 et 20% des personnes rescapées d'arrêt cardiaque racontent avoir vécu un voyage semblable à une EMI. Mais alors, qu'y a-t-il réellement après la mort? Est-ce que ces personnes ont vu des teasers de l'au-delà? Concrètement, cela veut-il dire que la conscience n'a pas besoin du cerveau pour exister? En fait, on retrouve des histoires similaires depuis le mythe d'Air de Platon, où il décrit qu'un guerrier part faire une incursion dans l'au-delà, puis revient plus tard dans son corps. Explorons les différentes tentatives d'explication scientifique. On va entrer directement dans le détail de la plus grande étude effectuée à ce sujet. C'est celle de Pim van Lommel, un cardiologue néerlandais, en décembre 2001. Les résultats rapportent que sur 344 patients ayant souffert d'un arrêt cardiaque, 18% ont exprimé un souvenir pendant l'opération. Parmi ces 18%, 12% ont expérimenté une EMI classique, incluant donc la sortie de corps. Selon Van Lommel, les patients se souviennent de détails de leur état durant leur arrêt cardiaque, bien qu'ils soient cliniquement morts avec une activité du cortex cérébral plate. Parmi les 62 patients qui ont exprimé un souvenir, 50% ont rapporté avoir conscience d'être morts. 31% se souviennent d'avancer dans un tunnel, tandis que 32% décrivent la rencontre de personnes décédées. Par ailleurs, si les patients qui ont vécu une EMI signalent souvent un sentiment de paix et de bonheur, seulement 56% des sujets de l'étude associent l'expérience avec de telles émotions positives. Aucun patient n'a rapporté d'expérience pénible ou effrayante. Van Lommel conclut donc que ces découvertes confortent la théorie que la conscience perdure malgré l'absence d'activité neuronale dans le cerveau. Van Lommel affirme que la continuité de la conscience peut être réalisable si le cerveau agit comme un récepteur pour l'information générée par le souvenir et la conscience, qui existait indépendamment du cerveau, de même que l'information radiophonique, la télévision et Internet existent indépendamment des instruments qui reçoivent leurs émissions. Les expériences de ce type sont en général très marquantes pour les sujets qui les vivent. Le retour à la conscience peut s'accompagner d'une certaine confusion entre l'EMI et la réalité et à une peur d'être considéré comme une victime de maladie mentale. Les conclusions de l'étude de Pim van Lommel, en faveur de l'hypothèse de la survie, c'est-à-dire que la conscience peut fonctionner totalement indépendamment du cerveau et, par conséquent, survivre à la mort de celui-ci, ont été critiquées par des mouvements sceptiques ainsi que par des neuroscientifiques qui estiment avoir une théorie claire du phénomène, que nous allons voir ensuite. Une autre étude a été menée en 2008 à Southampton, nommée AWARE. Elle a été conduite sur 2060 patients dans 15 hôpitaux différents. Environ 40% des patients auraient été conscients pendant leur phase critique. Un cas a retenu l'attention des chercheurs. Un patient avait identifié l'emplacement précis de son dentier retiré par une infirmière lors de la réanimation, suggérant une perception consciente en dehors de son corps. La première théorie scientifique, c'est celle de l'anoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Pendant un arrêt cardiaque, le cerveau arrête de recevoir cette ressource vitale, et des poussées d'activité ont été plusieurs fois enregistrées par des électroencéphalogrammes. Bon, je vous épargne les 4 paragraphes techniques et les termes indigestes. En gros, juste avant un arrêt cardiaque, ou pendant mais avant la mort clinique, le cerveau produit une très grande poussée d'activité due à plein de facteurs, et cela peut provoquer des types de sensations et d'hallucinations. En 2020, le docteur Bruno Traversi de l'Université de Paris a mis au point une méthode dissociative qu'il a nommée MIDAS, pour méthode d'induction de dissociation avancée sensitive. Il a ensuite mené une expérimentation de 200 séances qui a mis en évidence l'existence d'un niveau de conscience où les sujets ont vécu une série d'événements caractéristiques des EMI. Comme dans les EMI spontanées, chaque sujet ne vit pas nécessairement toutes les étapes, certaines montrant une plus grande récurrence, par exemple l'entrée dans une lumière blanche que les sujets décrivent comme plus intense et différente de la lumière de la Terre.
L'expérimentation conduit à l'hypothèse selon laquelle le vécu des EMI est une conséquence de la dissociation profonde qui atteint son summum à l'approche de la mort. Si vous aimez ces sujets et la manière dont on les aborde, n'hésitez pas à partager, vous abonner et liker la vidéo. En tant que nouveau créateur, cela me soutiendrait énormément. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire également. Merci d'avance, on enchaîne. Penchons-nous sur le témoignage de Fabienne, 28 ans et victime d'un arrêt cardiaque en février 2004. Elle est sur son lieu de travail quand tout commence. D'un coup, elle ressent des nausées et se met à transpirer. Elle ressent le besoin d'aller aux toilettes pour vomir sans comprendre ce qui lui arrive. Ses membres tremblent, son corps se raidit et elle tombe en arrière. Sa tête heurte une table. Elle venait de perdre connaissance. À partir de là, elle dit qu'elle se sait morte, mais qu'elle ne trouve pas sa glauque du tout. Elle se retrouve dans un espace blanc, doux, beau et lumineux qui n'a plus de limite. Elle dit se sentir extrêmement bien, dans un espace d'amour très puissant. Face à elle, des silhouettes d'hommes et de femmes se tiennent en arc de cercle. Elle est apaisée et cette situation est rassurante pour elle. Elle dit aussi se sentir plus vivante que sur Terre, comme si tout avait augmenté en termes de réalité et de sensations. Elle commence à entendre une musique douce qui l'enveloppe, et elle veut rester ici tellement elle s'y sent bien. Fabienne revient dans son corps à peine 1 minute après, selon ses collègues. Mais pour elle, cette unité de temps n'a absolument aucun sens de là d'où elle vient. Depuis cet accident, Fabienne essaie désespérément de comprendre le fondement scientifique derrière son expérience. Elle fait beaucoup de recherches dans des bouquins. Un jour, l'un d'eux attire son attention, un ouvrage de Rémi Chauvin, un biologiste et éminent professeur à la Sorbonne. 15 jours plus tard, elle décide de parler de son expérience à une collègue avec qui elle se sent tout à fait en confiance de se dévoiler. Celle-ci se montre très ouverte et lui conseille de contacter son grand-père. Elle lui tend alors un post-it avec le numéro de téléphone de Rémi Chauvin. Le biologiste était en fait le grand-père de sa collègue, et Fabienne affirme qu'elle ne le savait pas avant de lui en parler. Pour elle, c'est comme si une connexion supérieure l'avait naturellement amenée sur cette piste. En effet, depuis son EMI, elle dit sentir une relation profonde avec un champ de conscience supérieur, comme si son expérience avait ouvert une porte invisible sur un monde d'informations. Depuis son accident, elle multiplie ce genre de coïncidences. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle scientifiquement des synchronicités. Désormais, elle est absolument certaine que son cerveau agit comme un récepteur pour un champ d'informations dans lequel nous serions tous baignés. Selon elle, ça reste une expérience positive qui a influencé tout le cours de sa vie, qu'elle souhaite désormais mener en accord avec ses principes, et rester connectée aux énergies qui l'entourent. On va ensuite se pencher un petit peu, mais rapidement sur le cas de Pamela Reynolds, qui est particulièrement connue pour ses remarques ultra précises qu'elle a faites à son réveil, et qui ont pu être confirmées par les médecins d'ailleurs. Par exemple, elle a observé que le médecin ouvrait son crâne à l'aide d'une scie à trépaner. Elle était surprise de remarquer que l'outil ressemblait à une brosse à dents électrique et non pas à une scie oscillante, comme elle le supposait. Elle a aussi entendu une voix de femme dire « Nous avons un problème, ces artères sont trop petites ». Il est plus tard confirmé que les médecins ont d'abord essayé de connecter le bypass cardio-pulmonaire à la jambe droite, mais les artères étaient si petites qu'ils l'ont connecté à la jambe gauche. Mais il existe aussi de mauvaises EMI. Je vais vous raconter un exemple. Bertrand, 64 ans, a fait un arrêt cardiaque lui aussi, après un dîner entre amis. Celui-ci est passé par toutes les étapes classiques d'une EMI jusqu'au moment où il arrive devant des êtres vêtus de blanc. Ceci lui explique qu'il a le choix, rester ou partir. À ce moment précis, les sentiments de manque et de peine de sa famille terrestre l'envahissent, et il fait le choix de revenir pour eux. Il explique que son retour dans son corps fut brutal et douloureux. Depuis ce jour, il n'est plus le même 9 ans après au moment où il raconte son histoire. Il n'arrive plus à s'adonner à une activité habituelle, comme bricoler, conduire, lire ou simplement se poser et ne rien faire. Il se sent inutile sur Terre. Il ne trouve pas sa place. Ses nuits sont infernales aussi. Il se réveille souvent avec de grands maux de tête et en revient très souvent à se demander s'il a fait le bon choix. Concrètement, les EMI sont perçus très différemment par celui qui la vit. La seule chose qui est sûre, c'est que cela change leur vision de la vie pour toujours et à chaque fois. Alors nous pouvons nous demander, est-ce que des hallucinations peuvent réellement changer quelqu'un à ce point à tous les coups ? La question de la vie après la mort est omniprésente dans les croyances ou les religions. Que l'on soit chrétien ou musulman en passant par toutes les autres religions, l'idée d'un paradis après la vie existe. Certains athées croient en l'existence de l'âme ou encore de la réincarnation, ce n'est qu'une question de philosophie individuelle. Nous n'aurons peut-être jamais la réponse à cette question, mais si l'idée d'une vie après la mort permet d'avoir moins peur de celle-ci, ou encore d'accepter le départ de proches défunts, alors pourquoi s'empêcher d'y croire ?